Voilà, de retour donc pour cette troisième partie, puisqu'il y a eu une interruption momentanée du programme. Et donc on va reprendre là où on en était. Donc c'est-à-dire que on Oui, va non, il n'y a pas de reprendre en problème. fait le cas de Monsieur Il n'y a pas de Ripper, problème. de Maître Alors, Ripper. je reprends. Sur le cas Ripper, je venais de vous expliquer qu'il a été relaxé début mai. Et donc j'avais omis de vous informer. Maître Bernard Ripper, dans le cadre de la procédure disciplinaire dont nous parlons, a fait l'objet d'une relaxe du Conseil régional de discipline début mai 2016. Autrement dit, les avocats qui étaient chargés de statuer en conseil de discipline sur les soi-disant fautes déontologiques qu'il aurait commises ont estimé qu'il n'était pas coupable de ces fautes. C'est important de le préciser. Et j'ajoutais que c'est le parquet général, le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, qui a estimé de son devoir d'interjeter appel de la décision de relax sur les griefs déontologiques. C'est comme ça qu'on se retrouve devant la cour d'appel en instance d'appel sur la procédure déontologique le jeudi 2 juin 2016, puis le jeudi 9 juin 2016. Bon. Il est important de préciser qu'il y a eu deux audiences et qu'à chaque fois ce fut un bras de fer et un marathon et je dirais que psychologiquement et surtout physiquement, Maître Bernard Ripper n'a pas été ménagé ici. Bon. Il faut savoir que la deuxième audience se déroule alors que l'un des avocats très importants de Maître Bernard Ripper avait précisé qu'il ne pourrait pas venir et que Maître Bernard Ripper aurait dû être hospitalisé pour une opération par rapport à des problèmes de canal carpien. Bon. Donc en plus, il est souffrant, peu importe, c'est pas grave. La justice a décidé de suivre son cours. Bon. Et par rapport à tout cela, je vous disais qu'il y a un grief porté contre lui parce que, en plus, eh bien, le parquet général conclut à la radiation de Maître Bernard Ripper, c'est-à-dire que l'autorité de poursuite à travers le parquet général souhaite que Maître Bernard Ripper soit radié de la profession d'avocat, ce qui est quand même ici constitutif d'une peine de mort professionnelle et c'est d'une extrême gravité. On ne peut pas imaginer pire pour un avocat qui aime son métier. Voilà. Et donc, par rapport à tout cela, je voulais vous expliquer quel est donc le grief qui peut motiver ainsi cette volonté d'annihilation professionnelle. Eh bien, c'est une phrase, parmi tant d'autres, et je vais vous citer cette phrase, puisque Maître Bernard Ripper est poursuivi pour cette phrase dans un contexte où on l'accuse par sous-entendu d'avoir été le bourreau d'un magistrat. Hein. C'est-à-dire qu'au-delà de la phrase que je vais vous citer, on estime, le parquet général, accuse à l'audience Maître Bernard Ripper d'avoir failli provoquer le suicide d'un magistrat. Et pas n'importe quel magistrat, puisque ce magistrat, c'est un président de cour d'assises. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant de voir à travers quel genre de propos il est prétendu que Maître Bernard Ripper aurait pu, comme un bourreau finalement, juste à partir de quelques mots, provoquer un réflexe morbide. Voilà la phrase. Il est préférable de connaître le code de procédure pénale avant de juger et de condamner quelqu'un soumis à votre sagacité. Je répète la phrase. Il est préférable de connaître le code de procédure pénale avant de juger et de condamner quelqu'un soumis à votre sagacité. Voilà ce que Maître Bernard Ripper est accusé d'avoir dit à un président de cour d'assises. Et à travers ce genre de propos, il est sous-entendu à l'audience que Maître Bernard Ripper aurait été à l'origine d'une tentation morbide chez ce président de cour d'assises. Il considère que c'est une menace qu'il est en train de lui faire, c'est ça? Écoutez, on peut considérer ce qu'on veut, mais Enfin non, je veux croyez-vous, dire, le président de la cour, il considère que c'est croyez-vous une que menace. moi, si je suis avocat et qu'un magistrat me dit il est préférable, maître Paris, de connaître le code de procédure pénale avant de défendre et de faire risquer une condamnation à quelqu'un soumis à votre responsabilité, est-ce que je vais me suicider pour ça?
D'autant plus ici que ça ne prive pas le magistrat de son salaire. Moi, éventuellement, ça peut me priver de ma clientèle, ce genre de propos. Mais le magistrat ici, le contexte n'est pas celui d'une forme d'autorité de maître Ripert sur un magistrat aussi conséquent, comme je le dis dans ma vidéo, qu'un magistrat président de cour d'assises. Vous voyez, donc, quand vous listez les quelques griefs que j'ai repris là devant vous, vous voyez bien... Je ne vais pas me prononcer, mais c'est un petit peu inconsistant quand même comme grief. En tout cas, du point de vue juridique, si ça peut tenir, du point de vue moral et du point de vue du public néophyte, ça paraît dérisoire. Ça paraît dérisoire. Quand un avocat s'érige contre un directeur de centre de détention avec des propos un petit peu gauchisants, quand un avocat s'exprime à l'encontre d'un magistrat avec des propos un petit peu, allez, imaginons, outrageants, bon, on est quand même dans des procédures pénibles, difficiles pour l'avocat, très angoissantes pour le client. Il y a un climat de tension extrême. Et donc, il faut un peu de souplesse dans tout cela. Je pense quand même que la loi de 1881 sur les délits de presse accorde à l'avocat une immunité et qu'il faut quand même respecter et étendre au maximum cette immunité, parce que sinon, le principe de la défense se trouve complètement remis en cause ici. Voilà. Alors après, eh bien, c'est toujours cette logique que j'observais tout à l'heure avec vous, cette logique de climat de terreur sur les avocats et sur le principe de la défense. Alors à ce titre, il faut mobiliser tous les confrères. Voilà. J'ai vu avec vous, à la petite pause que nous avons faite, que certaines personnes s'interrogent sur ma casquette et que d'autres regrettent que je défende un avocat d'extrême gauche. Eh bien, je vais vous répondre, hein, parce que c'est vrai qu'il faut aussi se dévoiler un peu. La casquette, c'est très simple. Vous savez qu'en fin d'année, l'année dernière, je défendais Monsieur Vincent Renoir, c'est de notoriété publique. Cette personne tient des propos qui ne plaisent pas à tout le monde. C'est un historien amateur qui a besoin d'être défendu. Eh bien, je lui ai porté assistance et je l'ai défendu. Dans le contexte de ce procès qui est allé devant le Conseil constitutionnel, j'ai fait l'objet moi-même d'une garde à vue en décembre sur des accusations absolument scandaleuses, mais peu importe. Et dans le cadre de cette garde à vue, on a même essayé de m'envoyer, comme mon confrère Bernard Ripert, en hospitalisation d'office. Voilà. Donc c'était la même logique, hein, c'était une affaire cousine. Et dans ce contexte, étant donné que j'ai le crâne rasé, parce que ça me va très bien et que c'est un choix de longue date qui n'a rien à voir avec des idées politiques, hein, je rassure complètement les gens de gauche et je déçois probablement leurs adversaires. Mais je ne suis pas politisé à ce niveau. Je veux bien faire de la politique, mais c'est un autre registre. Là, je suis avocat. Et en tant qu'avocat, eh bien, j'avais estimé que, compte tenu du discrédit qui était porté contre moi au moment du procès Renoir, compte tenu des articles qui étaient parus pour venir dire que je défendais un être abominable, d'extrême droite, un nazi, peu importe, eh bien j'avais estimé que ce serait faire la part trop facile à ceux qui cherchaient à salir ma réputation et mon image que de me présenter aux appareils photo et aux caméras le crâne rasé. Voyez-vous, parce que déjà, c'est très difficile de mettre à son avantage une personne sans cheveux sous la lumière des projecteurs. C'est très difficile, hein, même si la personne a un physique agréable, et ben, avec la lumière, c'est pas facile de le mettre en évidence. Et donc, j'avais mis cette casquette pour assouplir mon image. Et du coup, eh bien, étant donné que c'est une plaie dans ma carrière, j'ai décidé que ça serait ma marque de fabrique. Du point de vue médiatique, eh bien, il va falloir s'y habituer. Maître Wilfried Paris, on l'a obligé un jour à mettre une casquette en réflexe à ce qu'on voulait faire croire sur lui, et bien du coup, il garde le stigmate de cette plaie. Voilà, c'est une plaie professionnelle que je garde, et finalement, c'est une marque de repère. Pourquoi pas? L'avocat à la casquette, mais il n'y a rien de méchant là-dedans.
Voilà, je trouve ça drôle. Et en matière de justice, je crois que comme ailleurs, il faut aussi savoir sourire et prendre du recul et ne pas trop se prendre au sérieux parfois. Voilà. Mais j'en reviens maintenant à maître Bernard Ripert. Eh bien, c'est pareil. Je défends cet avocat de gauche au même titre que j'aurais défendu maître Joseph Sipiliti. C'est pas le problème. Je suis pas là pour dire oui, maître Ripert a raison de défendre telle ou telle personne parce que ces gens-là avaient raison de faire telles ou telles actions. C'est complètement hors sujet. C'est pas mon rôle. Moi, je suis venu soutenir maître Bernard Ripert. Si je peux apporter quelque chose à sa défense, je l'apporte parce que c'est un avocat et parce que j'estime qu'il en va de l'idée de justice de maintenir une forme d'autonomie et de liberté de la défense à travers l'avocat. Et voilà, après, j'ai cité Victor Hugo tout à l'heure, je pense que tout le monde aura compris que ma logique, c'est celle de l'humanisme. Et l'humanisme, je le situe plutôt à gauche. Non, déplaise aux gens de droite, que j'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup d'amis à droite, j'en ai moins à gauche. Par contre, j'ai plutôt tendance à voter à gauche. Voilà un grand paradoxe de l'être humain. Mais pourquoi me disais-je à gauche? Je me posais la question en venant en voiture, je vais vous le dire. C'est parce que j'ai une forte tendance à l'empathie et j'ai toujours tendance à prendre la défense de celui qui est en position difficile, de celui qui est faible. Et ça, je crois que c'est un réflexe de gauche. C'est avant tout un réflexe humaniste, mais c'est un réflexe de gauche. Alors que le réflexe de droite, c'est d'accorder plus de pouvoir à ceux qui en ont déjà. Voyez-vous, alors la logique de la droite, c'est de dire il faut plus de liberté, plus de pouvoir pour les employeurs. Je ne suis pas contre les employeurs, j'en ai défendu et je sais que c'est très difficile aujourd'hui en France, beaucoup trop difficile d'ailleurs d'être employeur. Mais voilà, c'est ma tendance, ce sont mes affinités et c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à aller vers le faible. Et c'est pour ça que j'ai pu, par exemple, défendre un homme tel que Vincent Renoir, que je voyais en grande difficulté. Je me suis dit, voilà, cette personne est en grande difficulté, il faut la défendre. Après, c'est pas le problème de savoir s'il a raison ou s'il a tort. Il a tort, c'est ça. Ce n'est pas mon rôle. Il ne faut pas confondre le client et son avocat, quoi. Ils ne fusionnent pas. J'ai le droit de penser qu'il a raison ou qu'il a tort. Voilà. J'ai le droit de m'exprimer là-dessus ailleurs que dans le cadre d'une défense. Mais après, en tant qu'avocat, ce n'est pas notre rôle de prendre le parti sur des choses qui ne sont pas directement liées à la défense du client. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'affaire Renoir. Voilà. Mais il fallait préciser ça aussi. Donc, voilà. Après, aujourd'hui, il y a des logiques qui sont lourdes. Il y a des logiques que certains métanautes, plus que d'autres, ont du mal à supporter. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils viennent vers des télévisions dissidentes. Mais il faut savoir qu'une télévision comme Meta TV, eh bien, ce qui va faire sa force, c'est d'accepter tous les points de vue et puis de ne pas être dogmatique ni sectaire. Il faut s'ouvrir à un tas d'horizons. C'est là la richesse de ce qui est qualifié de dissidence. Mais on tombe encore dans la sémantique que je dénonçais tout à l'heure et que je repousse, moi. Je ne veux pas tomber dans ces catégories. Il n'y a pas de catégorie. Si vous voulez, aujourd'hui, si on fait de la politique, et je veux bien en faire, eh bien, le problème, c'est que sans cesse, que ce soit les personnalités politiques dans le système, ou les personnalités politiques marginalisées, hors système, dissidentes, peu importe, tout ce que vous voulez. Peu importe. Je ne vois que contestation et critique. Mais ai-je entendu quelqu'un nous présenter un programme et prendre l'engagement et promettre publiquement qu'il va se tenir à ce programme? Non, jamais. Jamais. Eh bien, si je fais de la politique, c'est ce que je ferai. Voilà. C'est ce que je ferai. Si je fais de la politique, je ferai un programme et je dirai aux gens, voilà comment ça va se passer. Le premier semestre, on va essayer de faire ça. Et si on ne l'a pas fait, voilà ce que nous prévoyons nous-mêmes nos propres sanctions. Il faut un contrat social. Il faut revenir à la logique de Rousseau. Vous prenez un engagement, vous êtes élu pour cet engagement. Voyez-vous, j'aimerais entendre aujourd'hui un homme politique qui viendrait nous dire « Je veux être président de la République parce que j'aime mon pays, parce que mon client, lapsus révélateur. Lapsus révélateur. Beaucoup de présidents sont avocats en plus. En plus, j'aime pas le mot client, je préfère le mot justiciable. Parce que mon pays, va mal,
Hein, je veux m'occuper de mon pays, et à ce titre, eh bien, je vais refuser toute rémunération. La plupart des hommes politiques, la plupart des hommes d'État qui se présentent à cette fonction n'ont pas besoin d'être rémunérés. La plupart, quand on les voit arriver, ont déjà une fortune personnelle qui laisse augurer que pendant 5 ans, ils pourraient très bien se consacrer à l'intérêt du pays sans obtenir une quelconque rémunération. Voilà ce que j'aimerais entendre aujourd'hui. Pourquoi ne l'entend-on pas ? Alors on va me dire, ça porterait honneur au statut du chef d'État. Mais attendez, dans la période de crise que nous vivons, vous ne croyez pas que ce serait un message fort qu'un homme d'État nous dise, eh bien je ne prendrai aucune rémunération, je vais même en être de ma poche. Ça serait le discours de la sincérité, voilà. C'est ce dont a besoin la France aujourd'hui. De sincérité, pas de démagogie. Hein. Il ne s'agit pas d'être démagogue, je me doute bien qu'il y a des frais, des déplacements, etc. Donc il y a un budget pour ça. Mais au moins qu'ils s'abstiennent de prendre un salaire à ce niveau-là, puisqu'ils sont censés venir représenter l'intérêt du pays. Et bien, l'intérêt de la France aujourd'hui, c'est d'avoir un discours de construction, pas un discours de critique. La critique, c'est bien, ça n'a qu'un temps, c'est bien de critiquer, mais que proposez-vous ? Et je ne vois rien. En discutant avec l'un de vos confrères, il m'a fait remarquer qu'en fait, en Angleterre, la figure, on va dire, très populaire dans l'imaginaire collectif, c'est le marchand, le businessman. En Allemagne, c'est le militaire, le héros de guerre. Et en France, il me dit, c'est l'avocat, c'est l'homme de droit. Moi, j'en reviens toujours à cette image. Hein. Voyez-vous, la statue de la liberté. Eh bien, vous me parlez de l'Allemagne. Et je vous dirais que ça, c'est le savoir-faire français. Totalement. L'art, le luxe et surtout le standard de vie. La liberté. Le droit et la liberté sont à la France ce que le savoir-faire industriel est à l'Allemagne. Voilà. C'est-à-dire que la France... Cette liberté apporte le droit dans sa main. C'est vraiment le berceau d'un certain nombre de civilisations qui ont forgé nos règles. Historiquement, on a un pays qui a, alors je ne dirais pas initié ou inventé, mais en tout cas qui a été très constructeur dans le droit et le droit international en particulier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons assumer cette image, et c'est pour ça que les gens qui vous disent « la France n'est plus un État important », eh bien j'aimerais juste leur faire une remarque à ces gens qui sont des démagogues négatifs. Et moi, je suis peut-être un démagogue optimiste, mais je préfère ça que d'être un démagogue négatif. Je suis très positif sur la France, parce que si vous imaginez la France avec une population et un territoire aussi important que celui des États-Unis ou de la Russie, vous imagineriez un petit peu ce que représenterait l'État français. C'est-à-dire qu'en ratio, quand vous ramenez la France à son importance réelle au mètre carré, nous sommes un État très performant et très important. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ceux qui disent que la France n'est pas importante. Et moi, je vous dis que l'État français reste un État digne et en devoir d'assumer cet honneur de son image de dépositaire et de la liberté et d'être à l'avant-garde du droit. Voilà, nous avons ce devoir-là. Et nous ne le sommes plus, malheureusement. C'est un petit peu le sujet de ce soir. C'est ce dont s'inquiète l'avocat ce soir. C'est que j'aimerais justement que nous redevenions les pionniers du droit. Mais je crois que le compte n'y est pas, compte tenu des discussions que nous avons ce soir. Quand nous en arrivons à nous interroger en tant qu'avocats sur la menace qui pèse sur le principe de la défense par rapport à une logique très contestable. Parce que de quoi parlons-nous là ? Nous parlons de certaines procédures qui sont donc mises en œuvre contre des avocats pour les déstabiliser professionnellement. Mais de quoi s'agit-il ? Il s'agit de certains textes du décret du 27 novembre 1991 régissant la profession d'avocat, donc décret, et de certains textes de la loi du 31 décembre 1971. Donc on a une loi en 71, un décret en 91 notamment. Et dans ce corpus législatif et réglementaire, nous avons la procédure disciplinaire et d'autres schémas de mise en œuvre à l'encontre de l'avocat pour le sanctionner entre guillemets ou l'entraver dans son exercice professionnel à partir de certains griefs. Mais enfin, il faut voir une chose, c'est que dans le cadre réglementaire, eh bien, il y a des atteintes qui sont portées à la liberté de travailler de l'avocat. Or, à ce que je sache, la liberté du travail, c'est de la compétence législative. Donc déjà,
tout ce qui est au niveau du décret devrait faire l'objet d'une exception d'illégalité. Et donc, il n'y a pas lieu d'appliquer ces règles. Je me demande même comment des bâtonniers et des barreaux osent appliquer ces règles. Vous comprenez ce que je veux dire? On a des règles. C'est un point de droit, c'est-à-dire qu'on a un décret et que ce décret vient entraver une liberté alors que la Constitution française, c'est-à-dire la loi suprême, prévoit que pour entraver la liberté de travailler, il faut une loi. Donc, et on a un décret qui permet à des avocats du coup, le décret est rendu caduc, un peu illégal, c'est ça? Eh bien, le décret est illégal et pourtant, c'est une situation qui persiste, qui perdure. Et quand vous soulevez cette exception d'illégalité, elle n'est même pas prise au sérieux. Alors que c'est une violation du principe de compétence législative ici. Et deuxième point, sur la loi qui instaure les procédures disciplinaires. Eh bien, c'est pareil. Cette loi qui organise la profession d'avocat, que fait-elle notamment? Eh bien, elle viole le principe constitutionnel fondamental de séparation des pouvoirs. Parce que il y a, par exemple, du chef du bâtonnier à la fois le pouvoir d'être juge du fond, étant donné que le bâtonnier peut venir arbitrer un contentieux et le trancher entre un client et l'avocat qui a facturé des honoraires. Donc il est juge du fond sur ce terrain-là. Il va être autorité de poursuite dans le contexte disciplinaire, donc il n'est plus juge du fond. Il est autorité de poursuite au parquet pour venir dire qu'un avocat a commis des infractions déontologiques, engager une procédure disciplinaire contre lui. Ou bien même, auparavant, ouvrir une enquête déontologique, qui est fort nuisible, puisque dans ce contexte d'enquête déontologique, on va écrire à des clients pour leur poser des questions, et évidemment, le client qui se voit ainsi interrogé va douter de son avocat, déjà, d'emblée. Ah d'accord, alors ça c'est très intéressant, on n'avait jamais évoqué ce point-là. Les enquêtes déontologiques, donc c'est le bâtonnier qui écrit à ses clients pour, on va dire, mesurer la sincérité ou la probité de l'avocat. Par exemple, donc en fonction de la manière dont le courrier va être tourné, eh bien vous pouvez tout simplement nuire au développement, voire même provoquer une perte de clientèle de l'avocat. Parce que le client va se trouver un peu méfiant vis-à-vis de son avocat en disant on a une confusion des pouvoirs. On a aussi la possibilité pour le bâtonnier de venir faire un contrôle de comptabilité. Il y a toutes sortes de prérogatives qui sont instaurées par la loi mais qui ne respectent pas la séparation des pouvoirs. Donc je vous annonce qu'en ce qui me concerne par rapport au contentieux déontologique dont je m'occupe actuellement, je suis en train de faire un lourd travail qui sera long, qui sera conséquent, qui sera pénible, mais je suis en train de préparer une question prioritaire de constitutionnalité sur la constitutionnalité de la loi de 1971. Et croyez bien que si je m'y affaire, c'est parce que j'espère bien remettre en cause ce texte. Il n'est pas normal d'avoir ici une violation du principe de séparation des pouvoirs et de voir sur la base d'un tel texte l'avenir professionnel et la vie professionnelle d'un avocat remise en cause d'une manière qui de toute façon n'est pas solide sur le plan des principes et du point de vue de la construction normative. Voilà. Alors qu'en réalité, le grand débat aujourd'hui, ça serait d'instaurer un statut constitutionnel du métier d'avocat, c'est-à-dire qu'il faudrait ériger en principe constitutionnel le métier de l'avocat, si vous voulez, et constitutionnaliser le droit à l'avocat et les prérogatives qui protègent l'avocat dans son exercice professionnel. Est-ce qu'il ne faut pas en finir aussi, alors, vous avez donné votre avis avec ces fameux ordres on a entre guillemets jugé par ses pairs avec tous les conflits d'intérêts que ça peut poser. Est-ce qu'il faut pas sortir de ce système, essayer de trouver un nouveau système parce que les conseils de discipline paraissent très défaillants. Que cela a une connotation chevaleresque? C'est-à-dire Non, je vous pose la question. C'est-à-dire qu'à une époque, ça a pu constituer une forme de fierté. Voyez-vous ? Ah oui. Ça a pu constituer une forme de fierté. C'était bien de se revendiquer d'un ordre. D'avoir le macaron d'avocat sur son pare-brise, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut arborer comme le symbole d'une fierté, le fait d'appartenir à quelque chose de noble. Mais qu'y a-t-il encore de noble lorsqu'on voit comment ça se passe aujourd'hui ?
lorsque vous imaginez que si un confrère vous dérange, eh bien, vous vous retrouvez en face avec un confrère qui est bâtonnier ou ancien bâtonnier, avec un réseau d'influence au niveau déontologique, et que la procédure déontologique va être dévoyée pour nuire au confrère qui vous dérange sur certaines affaires, ou que vous n'aimez pas. Eh bien, ça n'a plus rien de noble. Voyez-vous, c'est le principe de toute façon de toutes les valeurs. Une valeur montante devient officielle, et une fois qu'elle est officielle, elle stagne. Et c'est comme toutes les lois de la nature. L'amour est comme une fleur. Une fois qu'il a fleuri, il se fane. Eh bien, la noblesse, c'est pareil. La noblesse d'un métier, à un moment donné, c'est le cycle de la vie d'une profession. Elle s'érige en ordre parce qu'à un moment donné, elle est reconnue et c'est vrai qu'elle a une forme de noblesse. Et puis après, elle se flétrit. On en est peut-être arrivé à ce stade-là. Aujourd'hui, il y a une flétrissure des ordres et il y a une sorte de dévoiement des règles déontologiques. Pourquoi? Pour nuire à certains confrères par rapport à des logiques pharmaceutiques dans le milieu médical peut-être, par rapport à des logiques économiques dans le milieu des avocats, par rapport à des logiques politiques aussi peut-être. Parce qu'on a justement, tout cela peut se trouver dévoyé, et là-dessus, à ce moment-là, eh bien, c'est l'hypothèse que vous évoquez. Parce qu'en parlant de logique politique, c'est comme si plus on avance, en tout cas dans le temps, plus on a le sentiment que les avocats sont dépouillés de ce qui formait, on va dire, la libéralité de leur profession, quoi. Un peu d'ailleurs comme les médecins. C'est-à-dire qu'on vous relègue de plus en plus pour finir par peut-être bien qu'ils voudraient des avocats salariés, quoi, qui travaillent dans des grands groupes. J'allais y venir, c'est-à-dire que vous observez le symptôme, mais le symptôme procède d'une logique, toujours. Quelle est la pathologie? Eh bien, la pathologie, c'est la pathologie d'une sorte de financiarisation de notre société, d'une sorte de cadrage institutionnel. Je ne sais pas comment appeler ça, mais il y a une volonté d'aligner, de niveler vers le bas. Voilà. Et donc, eh bien, il y a une appropriation. Il y a une appropriation, c'est ce que j'observe en France. Je ne sais pas comment cela se passe ailleurs, mais en France, il y a une appropriation. Effectivement, on est aspiré parce que d'un côté, vous avez un certain nombre d'exigences et de l'autre, vous avez un affaiblissement. Un affaiblissement avec cette logique déontologique qui peut être dévoyée. Et puis, il y a aussi une logique économique. Il y a une logique économique sur laquelle il faut se pencher en ce qui concerne la profession d'avocat. Mais c'est quoi? C'est de faire de vous des salariés, de moins en moins indépendants? C'est quoi la logique économique? Alors, la logique économique, c'est très simple. Nous avons offert aux États-Unis la statue de la liberté. Mais l'élève dépasse le maître. Les Américains sont en avance sur nous en matière de justice. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, vous avez le système des dommages et intérêts punitifs. Et là, on va toucher au nœud du problème. Puisque nous parlions de finances, eh bien, venons à parler d'argent. Je vais vous parler de manière très simple. Vous êtes justiciable. Vous êtes justiciable. Alors, je mets un petit peu à part le domaine pénal, qui est plus concerné par des logiques politiques, et je viens plus sur des logiques terre-à-terre d'argent. Vous êtes justiciable, vous avez un problème d'argent avec quelqu'un, un problème de construction sur votre maison, peu importe, vous voyez, des logiques patrimoniales. Oui. Donc, que va-t-il se passer? Vous allez avoir besoin d'un avocat. Vous allez saisir cet avocat. Vous allez obtenir une décision de justice qui vous donne raison sur le principe. Mais en France, vous aurez une médaille en chocolat par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dommages et intérêts punitifs en France. Autrement dit, il n'y a pas de dommages et intérêts auxquels serait condamnée la personne fautive pour la punir. Mais en plus, sur le terrain de l'indemnisation, eh bien, en France, on raisonne en principe en termes d'indemnisation intégrale du préjudice, sauf que ce n'est pas appliqué parce qu'il y a des mécanismes comme le lien de causalité qui viennent vous permettre, en tant que magistrat, de dire, eh bien non, là, le lien entre le préjudice et la faute n'est pas direct, donc ça, on écarte, on n'indemnise pas. Et puis pour un peu, on a presque l'impression que ça sortirait de leur poche. Donc vous vous retrouvez, vous faites des demandes en faisant la liste de vos préjudices, vous avez un préjudice d'1 million d'euros et on va vous donner 15 000 euros.
Hein, je répète, vous réclamez 1 million d'euros en justifiant, avec un tas de pièces, avec des expertises, etc. Vous estimez que vous avez été retardé dans votre vie, retardé dans votre carrière, que vous n'aurez pas la même retraite, qu'il y a eu un lourd préjudice moral, que vous n'aurez pas les enfants que vous auriez dû avoir. J'en parle très bien parce que c'est mon cas. Et on va venir vous dire, oui, bon, bah, finalement, voilà 15 000 euros. Hein, c'est à peu près comme si, en termes de salaire, tous les mois, vous devez toucher à peu près 2 000 euros net et on viendrait vous dire, tenez, voilà 150 euros, contentez-vous de ça, c'est déjà pas mal. Hein. Mais c'est un pur scandale. C'est un pur scandale. C'est ce que j'appelle le marché passif du droit. C'est-à-dire que le justiciable agent économique va faire un calcul, il va aller voir un ou plusieurs avocats et il va se renseigner pour voir combien lui coûte de transgresser certaines règles. Et il va voir combien lui rapporte cette transgression. Eh bien, il va décider que finalement, ce n'est pas grave, il y aura un procès, on se débrouillera et au final, on paiera le peu qu'il y aura à payer. C'est le marché passif du droit. Et je dis bien marché passif parce que qu'on le veuille ou non, le droit est un marché. Alors, les gens qui ne veulent pas faire de dommages et intérêts conséquents en France disent il ne faut pas que le droit devienne un marché, il ne faut pas que les gens gagnent de l'argent en justice. Eh bien, moi, je prétends tout le contraire. Je prétends que le droit, de toute façon, intrinsèquement, est un marché, au moins un marché passif, ici, puisque les gens font le calcul de transgresser la loi, ça coûte pas cher. Et de l'autre, ça peut devenir un marché actif, comme aux États-Unis. Et c'est ce qu'il faut. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Je réclame une réforme. Il faut réformer la profession d'avocat. Il faut américaniser la justice française. Quelle en sera la conséquence? Vous aurez des gens qui seront terrifiés. Mais ce ne seront pas les mêmes. Ceux qui seront terrifiés, ce sont ceux qui veulent violer la loi. Ils seront terrifiés parce qu'ils sauront qu'ils vont être condamnés à de lourds dommages et intérêts. Donc que feront-ils? Eh bien, ils réfléchiront à 2 fois avant de violer la loi. Et puis quand viendra l'augure d'un procès, eh bien, comme aux États-Unis, les avocats interviendront, il y aura un audit de chaque côté et on dira, voilà, ça va vous coûter cher, il vaudrait mieux éviter le procès, faisons une transaction. Du coup, contrairement à ce qui est prétendu, nous n'aurons pas une surcharge de la justice, mais un allègement. Un allègement. Il faut absolument instaurer en France le marché actif du droit. C'est-à-dire qu'aller en justice, ça doit vous rapporter gros, parce que ça coûte cher. Et du coup, si ça rapporte gros, eh ben, ça coûtera très cher à ceux qui font des bêtises, hein, et ils n'en feront plus, ou alors ils transigeront. Et donc, dans tous les cas, la justice sera déchargée. Vous voyez, mais c'est magique. Ouais. C'est magique, il suffit de le vouloir. La politique, c'est ça. Il ne faut pas oublier une chose. C'est que la politique, c'est l'art de vouloir et de savoir mettre en œuvre cette volonté. C'est tout. La loi permet tout, malheureusement, parce qu'on a vu à quoi ça peut aboutir dans certains cas. Hein, et, ben dans cette optique aussi, est-ce qu'il n'y aura pas, on va dire, une partie de la population, des gens riches seront favorisés par rapport aux pauvres dans un système? Et pas du tout, parce que si vous avez un marché actif du droit, que va-t-il se passer très rapidement? Les banques vont s'y intéresser, les assurances. Et que vont-ils faire? Eh bien, ils vont acheter vos créances douteuses ou bien financées par des prêts à la consommation, donc ça crée une dynamique économique. C'est formidable. Mais comment n'y ont-ils pas comme pensé aux États-Unis où on voit ces publicités, alors pour non, mais il n'y a pas. Alors après, non, parce que publicité où on demande. En fait, il y a des cabinets d'avocats qui font de la publicité à la télévision pour dire si vous avez un conflit, bah, venez chez nous et vous ne paierez que si vous gagnez justement les fameux dommages. Je crois qu'avant qu'on en arrive là, on peut déjà raisonner sur les principes. Et après, il est bien évident que la France, elle a sa culture. Nous n'avons pas l'extravagance et l'outrance des Américains. Ça se voit à travers nos voitures. Nous faisons de très belles voitures, mais elles sont moins grosses que les voitures américaines. Eh bien, nous pouvons avoir une justice qui fonctionne bien et qui rapporte à ceux qui doivent gagner en justice. Et gagner quoi? Gagner tout simplement ce qu'on leur a fait perdre. Et ce système est formidable. Pourquoi? Parce que avec une bonne version à la française, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre aussi de financer la justice. D'un côté, elle sera allégée, et de l'autre, les avocats gagneront mieux leur vie, puisque quand moi, avocat, je fais gagner de l'argent à quelqu'un, eh bien, je vais pouvoir me faire payer. Et c'est là que j'en viens à une autre réforme. Après l'américanisation, il y a une autre réforme qui doit être instaurée. Donc, je vais pouvoir me faire payer, parce que la personne qui gagne de l'argent en justice, elle peut payer son avocat. Et donc, si elle peut payer son avocat, il suffit qu'il y ait une commission auprès de l'assureur ou auprès de la banque, et ils vont dire, oui, votre dossier est valable, il est passé en commission, on vous finance l'avocat. Voilà. Et là, nous aurons déjà
un grand souffle dans le métier d'avocat, hein, parce qu'aujourd'hui, le problème, il est là, c'est que l'avocat, eh bien, l'Association nationale d'assistance administrative et fiscale des avocats, l'ANAFA, a fait une étude. Un avocat ne peut pas faire fonctionner son cabinet à moins de 125 € de l'heure. Vous m'entendez ? Ce n'est pas possible de maintenir en vie un cabinet d'avocat libéral à moins de 125 € de l'heure. Or, le moindre système de défense va imposer à l'avocat, sur n'importe quel contentieux prud'homal, eh bien, vous allez travailler au minimum 30 ou 40 heures. Et donc, vous voyez ce que ça fait. Ouais, ça fait Alors, comment on paye ça? Comment on paye ça? Eh bien, après, on se retrouve avec des caricatures dans les films de cinéma, effectivement. Hein, on voit Rushdie Dizem qui joue le rôle d'un avocat. Le film s'appelle Commis d'office. Et on voit que l'avocat n'a pas un sou en poche. Et puis que, du coup, des criminels vont l'embarquer dans des histoires pas possibles. Bah oui, je ne dis pas que ça m'est arrivé. Je ne dis pas que c'est arrivé à des confrères. Mais je dis que dans le contexte actuel, eh bien, la justice, en plus, met en danger les avocats puisqu'elle les rend corruptibles. L'être humain est corruptible. C'est bien rare de tomber sur quelqu'un d'incorruptible. C'est très rare, c'est une qualité très rare. Et de toute façon, c'est une qualité qui finit par céder. De toute façon, donc il faut éviter les situations de corruptibilité. Et donc, au même titre que la police doit être bien payée, l'avocat doit pouvoir gagner sa vie. Je ne vois pas quel plaisir sadique il y a ici à se dire que les avocats vont faire faillite, que certains confrères vont être élimités parce qu'ils n'ont pas pu payer leurs charges. Mais c'est complètement irrationnel. Il faut rétablir la justice effective en France, mieux qu'ailleurs, parce que nous avons offert une statue de la liberté qui symbolise que nous prétendons être meilleurs que les autres. Eh bien, prouvons-le. Et il faut rétablir mieux qu'ailleurs la justice en France, et ça passe par une instauration du marché actif du droit, c'est-à-dire que celui qui va en justice et qui gagne, eh bien ça doit lui rapporter. Il doit repartir de là plus riche, parce que je vous assure que c'est une épreuve d'aller en justice. Et puis ça permettra de payer l'avocat, et du coup ça permettra de mettre une taxe sur les revenus de l'avocat. Moi je suis totalement pour payer des taxes du moment qu'on me facilite la vie. Il faut permettre à l'avocat d'être facilement payé, et à ce titre c'est très simple, il faut réformer l'article 700 du Code de procédure civile. Peu importe, c'est un texte qui porte plusieurs numéros en fonction de la matière, mais c'est un principe selon lequel la rémunération de l'avocat est plus ou moins remboursée quand vous gagnez un procès, sauf que c'est au libre arbitre du juge en fonction de considérations d'équité. C'est-à-dire que, eh bien, si il y a un copinage entre telle ou telle personne qui n'aime pas Maître Paris et tel juge, eh bien, si Maître Paris gagne une procédure, vous lui mettez peu d'article 700, comme ça on met son cabinet en faillite. Par exemple, je ne dis pas que c'est le cas, mais j'évoque cette hypothèse, où Maître Ripert ou Maître d'Anglehan, voyez-vous, quelqu'un qui est dans le collimateur, eh bien, en fonction du réseau, on va s'arranger pour dire... C'est le juge qui décide. Allez, hop, eh bien ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est encore une atteinte au principe de la défense. Il faut absolument faire un texte qui sera à peu près la mécanique suivante. Il y a une convention d'honoraires qui est signé avec un client. Le client est donc d'accord pour rémunérer l'avocat. Un contrat a été passé là-dessus. Bon, évidemment, il peut y avoir des abus, donc il faut mettre un cadre. Mais en dehors de certains abus manifestes, eh bien, ce qui est signé est signé. Comme on est en matière de justice, il faut que dès le départ, les avocats se communiquent leur convention d'honoraires, parce que ça fait partie du sinistre qui est dans le procès. Je suis engagé dans un procès, il faut que je sache quel tarif applique l'avocat de la partie adverse, parce que, selon la réforme que je propose, si jamais je perds, je vais devoir payer. Donc il faut que ce soit débattu. Il faut qu'il me fournisse le justificatif qu'il a fait tant d'heures, le justificatif de sa tarification. C'est un débat, mais dès lors que c'est débattu, il n'y a pas d'arbitraire. Je perds le procès, je dois payer l'avocat. Et il faut faire une règle de paiement prioritaire de l'avocat. Il faut sortir les avocats de l'embarras financier où ils se trouvent actuellement de par des dispositifs qui ne leur permettent pas d'être payés de manière sécurisée et de manière rapide. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que réclament d'ailleurs les justiciables, puisque tous les justiciables qui sont dans l'embarras viennent nous dire « Écoutez, maître, si vous gagnez, je vous en donnerai la moitié. » Alors ça, c'est ce qu'ils vous promettent au départ. Et puis en cours de route, ils viennent inventer des griefs une fois que vous avez fait un certain travail et qui ne vous ont pas payé pour se débarrasser de vous et pourquoi pas pour vous mettre dans le caniveau. Hein. D'où l'adage, votre pire ennemi en tant qu'avocat, c'est votre client. C'est quand même malheureux d'en arriver là. Hein.
C'est quand même malheureux. Et là, c'est une pirouette de constater que Maître Ripper, lui, avait réussi dans ce monde-là à se faire des amis. C'est dire le talent de cet avocat. Oui, salut. Mais bon, non, mais soyons sérieux. Il faut absolument viabiliser l'activité libérale du métier d'avocat. Hein. Et puis, quand vous me dites que c'est un métier qui se trouve aspiré par toute la force institutionnelle des gros groupes, eh bien oui, effectivement, c'est quand même incroyable qu'on ait ouvert le marché français aux cabinets anglo-saxons qui, eux, bénéficient de dommages et intérêts punitifs et peuvent en prendre en plus une part très importante. Donc, ce sont des forces financières qui viennent chez nous et qui s'imposent. Et nous, eh bien, nous sommes poings et mains liés, sans le pouvoir de nous développer, puisque... En gros, que pouvons-nous proposer aux justiciables? Du sang et des larmes, mais aucune récompense à la clé. C'est insupportable. Et pour l'avocat aussi, puisqu'on a parlé de cette américanisation de la justice, aux États-Unis... Mais il n'y a que moi qui réclame ça. Hein. Oui. Je suis un précurseur. Oui. Mais peu importe, c'est pas grave. Mais c'est un sujet qu'on avait évoqué la dernière fois où vous étiez venu. Et dans cette optique-là, est-ce que aussi il faudrait, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis, accorder des droits supplémentaires à l'avocat? Parce qu'aux États-Unis, on sait que l'avocat a des pouvoirs d'enquête, il doit être au courant du dossier, il a accès au dossier, alors qu'en France, il semble-t-il que c'est très, très différent. C'est une autre réforme qui est nécessaire. Sarkozy l'avait abordé un peu. C'est le pouvoir d'opportunité des poursuites, notamment. Est-ce qu'il faut laisser l'opportunité des poursuites au parquet en matière pénale? Et est-ce qu'il faut supprimer ou réorganiser l'institution du juge d'instruction? Et ça, c'est un vaste chantier. Ce que j'observe en tout cas, premièrement, en France, le juge d'instruction est une belle institution parce que c'est le service public qui vient au secours de la victime pour faire l'enquête. Et donc, ce n'est pas de la poche du contribuable. Malheureusement, cet avantage a aussi un inconvénient, c'est que il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas de contrôle sur le juge d'instruction pour faire l'enquête. On a des possibilités de demander certains actes, etc. Mais si vous voulez, on a moins de liberté que si c'était une enquête privée que l'on finance soi-même. Premier point. Et puis deuxième point, sur l'opportunité des poursuites, donc je me déplace du juge d'instruction vers le parquet, eh bien là, il y a un blocage. Et j'en suis l'illustration. Maître Ripper en est l'illustration. Maître d'Anglehan en est l'illustration. Nous en sommes l'illustration. C'est-à-dire que nous, avocats, ou bien justiciables, ou bien les deux, ou bien que l'un, peu importe, le justiciable, en général, va venir se plaindre d'une situation pénale dans laquelle il s'estime victime. Et bien, de par l'opportunité des poursuites, le parquet va estimer qu'il faut ou pas, ici, engager l'action publique. Eh bien, ça pose une grave difficulté. Et je vais l'illustrer par mon cas. Voyez-vous, je suis avocat normalement diplômé fin 2004. Fin 2004, je fais l'objet de ce que je qualifie d'une entrave professionnelle puisque mon diplôme m'est refusé. Il m'est refusé alors que toute l'année, j'ai été remarqué par mes camarades comme manifestement prêt pour ce métier. Bon, un accident peut arriver, sauf que ce n'est pas un accident. Je vais donc faire un procès pour obtenir mon diplôme. Dans le contexte de ce procès, il va y avoir subornation de témoins a priori, puisque j'ai une camarade, au moins une, qui me dit, lorsque je demande un témoignage par rapport à des choses illégales que j'ai subies dans le cheminement de mon parcours pour avoir mon diplôme d'avocat qu'on m'a refusé, indûment, cette ancienne camarade devenue avocate, quelques semaines après les épreuves, me dit « Oui, mais le souci, Wilfried, c'est qu'on nous a dit de ne pas te faire d'attestation. » Eh bien ça, voyez-vous, c'est une situation de subornation de témoins. Je vais la dénoncer à l'époque sans la qualifier pénalement. Que va-t-il se passer? On va faire un rapport pour faire dire à cette personne qu'elle ne m'a pas dit ce qu'elle m'a dit. Alors à l'époque, j'ai des enregistrements, mais ils ne peuvent pas être produits. Pourquoi? Eh bien parce que ce n'est pas licite à l'époque. Mais heureusement, la vie est longue et nous avons maintenant la jurisprudence Bettencourt qui autorise à produire des enregistrements, même clandestins. Voyez-vous? Donc là, l'affaire se corse pour mes adversaires.
Et donc, je prétends que depuis cette époque, je subis une entrave et que, compte tenu d'actes anormaux qui se répètent et qui m'empêchent d'évoluer et qui m'empêchent même au départ d'exercer ma profession, puisque je vais quand même mettre pratiquement 3 ans à obtenir mon diplôme de manière définitive, un diplôme qu'on m'a volé pour le coup, pratiquement. Hein? Eh bien, c'est pas grave, ça va continuer. Alors, je documente tout cela et finalement, je me prétends victime d'harcèlement moral. Je serre les dents parce que je sais très bien qu'on est dans un cadre où effectivement la déontologie permet beaucoup de choses, hein, comme nous l'avons vu. Et donc, vous aurez compris pourquoi je m'estime sous contrainte à l'époque et que je garde tout ça sous le coude et je serre les dents pendant des années. Je vais subir un tas de choses de cet ordre. Je prépare une plainte pénale depuis de longs mois. Et à l'époque du procès Renoir, comme mes adversaires continuaient de me tourmenter de manière paroxystique parce qu'ils avaient cru qu'ils allaient pouvoir m'achever. Il faut savoir qu'après toutes ces années, j'avais réussi à exercer. Malheureusement, j'ai été malade d'une hernie discale. Ça fait très très mal. Très très mal. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. S'il y a des médecins dans les métanotes, ils savent très bien ce dont je parle. C'est terrible. Ça m'a complètement mis par terre. J'en suis sorti. Mais mes adversaires ont profité de ce contexte où la difficulté économique est venue se greffer à la difficulté médicale, etc., pour essayer de m'achever. Et donc, dans ce contexte, eh bien, quand j'ai vu que le procès Renoir allait devant le Conseil constitutionnel, j'ai fait observer à mes adversaires qu'il allait falloir commencer à se calmer, parce que ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que j'allais demander une reconstitution de carrière, non pas sur la base hypothétique d'un avocat médiocre, mais sur la base d'un avocat qui envoie la loi Guesso devant le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire, en d'autres termes, je succède à Vergès. Comprenons-nous bien. Je le dis sans prétention, mais il faut arrêter de se moquer du monde. Il va falloir m'indemniser et reconstituer ma carrière. Lorsque j'ai expliqué ça par écrit à mes adversaires, par écrit, je dépose ça devant la Cour d'appel de Rouen, le mardi 27 octobre, je répète, le mardi 27 octobre 2015, je dépose mes écritures pour expliquer que j'estime que je suis victime de harcèlement moral, d'entrave professionnelle, de tentative de provocation au suicide, tellement ça dure et tellement c'est méchant ce que l'on me fait, et que dans tout cela, il y a aussi une extorsion de fonds en bande organisée, puisqu'on a essayé de me faire comprendre que si je voulais pas perdre mon diplôme, il fallait que je me taise sur les dommages et intérêts et les reconstitutions de carrière que je pouvais demander. Alors si c'est pas une extorsion de fonds en bande organisée, j'y comprends plus rien. Eh bien, je dénonce tout ça. C'est entre les mains du parquet général, c'est entre les mains de la cour d'appel, c'est entre les mains du bâtonnier. Qu'est-ce qu'on fait? On voit l'affaire Sipiliti. 2 jours plus tard. C'est-à-dire que 48 heures avant l'affaire Sipiliti, je prétends, et j'ai qualifié dans mes écritures, qu'il s'agissait d'une considération intellectuelle. J'ai bien précisé qu'intellectuellement, on pouvait considérer que j'étais victime d'une tentative de provocation au suicide. Que se passe-t-il? L'actualité me donne tragiquement raison, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une pulsion morbide, c'est pas seulement un suicide, c'est carrément une pulsion criminelle d'un type qui a voulu, avant de se suicider et de céder à une pulsion morbide, porter atteinte à la vie d'autrui. Et donc là, quand je vois cette actualité, je me suis dit, voilà, j'ai raison, mais enfin c'est encore plus terrible que ça, c'est que c'est pire que ce que j'imaginais. Et donc là, d'un côté, j'ai ressenti une émotion que les mots ne peuvent pas décrire ici, parce que c'est une émotion complexe, mais j'ai ressenti aussi une forme d'empathie, parce que je me suis dit, eh bien, je ne suis pas le seul à percevoir que quelque chose ne va pas. Ah, bon, la manière de l'exprimer à Melun n'a pas été la bonne, cela va de soi. Et je m'en suis d'ailleurs prévalu auprès de TF1 par écrit. Mais que va-t-il se passer? Eh bien, il va être engagé une procédure disciplinaire contre moi à partir du 2 novembre. À partir du 2 novembre. C'est-à-dire que malgré le fait que j'ai dénoncé une situation humainement pénible, je résiste très bien, parce que je suis solide, je prends du recul, je mets une casquette, tout ça m'amuse d'une certaine manière. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est pour ça que je les ai mis en alerte. Et quand ils voient que mon alerte, eh bien,
ne me concerne pas, mais qu'elle s'est exprimée autrement ailleurs, dans une hypothèse qui semble, qui semble d'ailleurs tellement cousine, qu'on va instrumentaliser ça contre moi. Pourquoi ? Parce qu'en parallèle de la mise en cause, je comptais régler mes comptes avec tout le monde au point de vue judiciaire, en parallèle de la mise en cause du barreau, j'étais en train de préparer la mise en cause de quelqu'un d'autre. Et quand cette personne a vu qu'elle était mise en cause professionnellement et financièrement, qu'est-ce qu'elle a fait ? Coup de fil au bâtonnier, le 19 novembre, pour dire « Allô, monsieur le bâtonnier de Rouen, vous savez, moi je sais des choses sur Maître Paris, on pourrait construire un dossier là-dessus. » Ah oui, parfait, parce qu'on est en difficulté là. Oui, Maître Paris, c'est fou. Ah, très bien. On se croirait dans Tintin et l'île Noire. Vous savez, le docteur Muller. Oui, alors le patient va vous expliquer que voilà, mais c'est comme d'habitude. Oui, bien sûr. Voilà. Et cette personne qui se croit maligne va écrire sur une lettre qu'il faut mettre hors d'état de nuire Maître Paris, qui est manifestement paranoïaque. Je suis un paranoïaque aigu, bien sûr. Sauf que tout ce que je dis est prouvé. Par des écrits et par des enregistrements. Et je vous fais observer, pour en revenir à la cohérence de mon discours, je vous parlais de l'opportunité des poursuites. Que va-t-on faire ? On va instrumentaliser des poursuites contre moi. Contre moi. On ne va pas prendre en compte mes écritures du 27 octobre. Pas du tout, ça. On les met au placard. Maître Paris se prétend victime de harcèlement, etc. Il est paranoïaque. Allons-y gaiement. D'ailleurs, la personne qui vient témoigner contre lui en atteste. Et Maître Paris ceci, et Maître Paris cela, et Maître Paris n'a plus de permis de conduire, et Maître Paris, c'est le diable en personne. Franchement, c'est pas beau ça ? Alors, j'observe juste une chose, c'est qu'en plus, on est dans le contexte du procès Renoir, je suis bientôt devant le Conseil constitutionnel, j'ai bâti un raisonnement qui dérange beaucoup, parce que je ne me place plus sur la liberté d'expression, mais sur le principe d'égalité, et pour cause. Je ne suis pas ce qu'on a prétendu, je ne suis pas un activiste d'extrême droite, je n'ai pas de rapport avec des groupuscules. Non mais c'est parce que cette personne-là est venue prétendre ça, soi-disant que je serais en rapport avec des groupuscules d'extrême droite. L'ennemi public numéro 1, c'est moi, cherchez pas. Mérine et puis Ferrara, à côté de moi, c'est des petits joueurs. Hein ? Ils sont venus avec des fusils d'assaut chez mes parents. Des fusils d'assaut. Vous vous rendez compte ? Oui, tout ça parce que cette avocate savait que mes parents avaient plus ou moins fait du tir, etc. Elle a brodé autour de ce qu'elle avait comme information sur moi. Et je vais vous dire autre chose, c'est qu'elle a violé le secret professionnel. Alors, il est prétendu qu'elle avait le droit de le faire parce que j'étais susceptible d'un passage à l'acte. Que nenni. Mensonge. Et je suis condamné pour tout ça. Mais j'ai fait appel. Mensonge, et je vais vous dire pourquoi. Vous croyez que j'étais dans un contexte de risque de passage à l'acte, alors que, quand j'ai déposé mes écritures le mardi 27 octobre 2015, j'avais payé toutes mes charges, c'est-à-dire que le seul grief valable qu'on avait contre moi, c'était éventuellement de me reprocher de ne pas avoir payé mes charges. J'avais tout payé. J'avais résolu pratiquement tous mes problèmes, et en plus, je devenais, entre guillemets, un tout petit peu célèbre pour renvoyer la loi Guesso devant le Conseil constitutionnel. Et j'avais un magnifique procès entre les mains. Et on vient prétendre que je serais susceptible de passer à l'acte à tel point qu'il faille violer le secret professionnel. Sauf que cette personne qui était mon avocate avant m'avait envoyé un message quand elle a été mise en cause financièrement. Elle m'a envoyé un message pour me dire « Eh bien, je comptais vous aider contre l'ordre des avocats, mais finalement, je ne vais pas le faire. » N'est-ce pas là la preuve qu'il n'y avait aucun risque en ce qui me concerne puisqu'elle voulait m'aider ? Et derrière, elle décide de ne pas le faire. Et voyez-vous, cette personne, je n'avais plus aucun contact avec elle depuis fin juin 2015 en plus. Donc elle vient violer le secret professionnel sur des informations fausses et elle donne crédit à tout cela alors que de toute façon, ce qu'elle prétend n'est pas possible en logique. Un avocat qui est dans le procès contre la loi Guesso, qui a réussi à faire ce que Vergès n'a pas pu faire et qui a payé toutes ses charges, comment on peut venir prétendre qu'il est peut-être dangereux ? Dangereux pourquoi ? Pour la loi Guesso, mais pas pour autre chose. Et c'est là que je me pose même la question, est-ce qu'il n'y a pas une troisième dynamique dans ce dossier ? Point d'interrogation. Voyez-vous ? Et on en revient toujours au même schéma. On s'interroge. Alors, le journaliste qui couvre l'affaire localement, au départ, a essayé de me discréditer en disant l'avocat était agité à l'audience, il se prétend victime d'un complot. Oui, bien sûr, mais attendez, regardez-moi, mais bien sûr, mais je n'ai l'air que d'un fou, ça se voit bien.
Hein, je veux dire, le gestuel de Louis de Funès à côté de moi, il est calme. Hein. Non, je suis plutôt réputé pour être quelqu'un de relativement calme. Je pense que j'ai peut-être quelques talents d'acteur, donc quand il le faut, j'appuie. Et puis c'est tout. C'est tout. C'est un petit peu le rôle de l'avocat de réveiller son auditoire. Hein. Mais ça s'arrête là. Je ne suis pas un agité, et quand on m'empêche de parler, en revanche, eh bien effectivement, j'essaie de reprendre la parole. C'est bien normal. Je fais venir une personne pour témoigner qui a déjà eu des subornations de témoins à mon préjudice. Que fait cette personne en qualité d'avocate citée à l'audience? Eh bien, elle vient dire, non, j'ai rien à dire sur des subornations de témoins, je suis au courant de rien. Non, on va lui faire écouter les enregistrements peut-être. Non, c'est pas le problème, monsieur Paris, taisez-vous. C'est quand même incroyable. Puisque moi, ce que je prétends, c'est que les personnes qui vont ensuite, dans tout ce contexte où on a fait grenouiller l'ancienne avocate, etc., hein, eh bien, je prétends que le 30 novembre, on va m'accuser de choses fausses. Et j'ai un témoin à l'époque qui aujourd'hui dit « Je ne veux pas avoir de problème avec l'ordre ». C'est bizarre, à l'époque, elle voulait bien témoigner, maintenant elle ne veut plus de contact avec moi. Je ne l'ai pas menacée, je n'ai pas fait de pression, rien. Hein. Et voilà, non mais elle ne veut plus parler, elle a peur. Quelqu'un s'en est chargé peut-être. Hein? Bah je sais pas. Bon. Bah manque de peau. Il y a une justice. Et c'est que par le plus heureux des hasards, j'ai la preuve absolue, maintenant consignée, hein, que je suis innocent. Puisque l'un des 3 témoins l'a dit, et j'ai la preuve qu'il l'a dit. Il a dit qu'effectivement, j'ai pas fait de menace et que tout ça procède d'une logique qu'il ne comprend pas. Donc il va falloir s'expliquer. Mais la situation est très grave, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, j'ai été condamné pour menace de mort contre un bâtonnier, alors que je suis innocent. Et tout ça sur une construction que je vais démonter pièce par pièce. Et donc, effectivement, je suis le témoin que dans les mises en cause contre M. François d'Anglehan, il y a des choses qui ne sont pas normales au départ. Et je suis le témoin de ma propre situation, et je vous dis qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas normales. Alors maintenant, qui veut ça? Qui veut quoi? Je ne sais pas. Je sais que j'ai des adversaires, et je sais que ces gens-là vont devoir m'indemniser. Ne leur déplaise, ils ont entravé ma carrière, ils m'ont harcelé moralement pendant des années, j'en apporterai la preuve, et ces gens-là devront m'indemniser, et ils devront m'indemniser en reconstituant ma carrière, et il faut, pour moi et pour d'autres, hein, américaniser le système, c'est-à-dire que les gens qui m'ont fait la misère pendant 11 ans, eh ben, il serait de bon ton qu'ils soient condamnés à me verser 10 ou 15 millions d'euros. Que vaut ma vie? J'ai fait des études, j'aurais dû être avocat à 31 ans, on m'a empêché, j'étais avec une femme que j'aimais autant qu'une autre, pourquoi pas? Mais peut-être qu'elle n'était pas fongible dans mon cœur, c'est pas leur problème. Eh bien, ça a été remis en cause, j'aurais dû avoir un enfant avec elle, je l'aurais jamais. Ça vaut combien tout ça? Et si ce que je dis est vrai, ça vaut combien? Eh bien, en France, il se peut très bien qu'on vienne vous dire, eh bien voilà 15 000 euros et puis taisez-vous. Ouais. Aux États-Unis, une situation comme ça, c'est plusieurs millions de dollars. Eh bien, moi, je vous dis qu'en France, il faut passer ce cap-là. Pas seulement pour moi, il faut le passer pour tous les gens qui sont victimes de situations comme ça. Hein? Et dans mon dossier, eh bien, le 30 novembre, quand je suis accusé d'avoir fait des menaces de mort, tenez-vous bien, on va envoyer un message informatique, alors qu'on sait très bien que je viens de faire des recours qui sont suspensifs et qui vont me permettre d'exercer pendant tout le temps nécessaire pour le procès Renoir, et un peu plus. De toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, les recours que j'ai faits sont suspensifs, je les ai faits le 30. Eh bien, ce n'est pas grave. Le jour même, les chefs de cour, en tout cas c'est en leur nom qu'est fait le courriel, vont envoyer un message pour dire Maître Paris ne peut plus exercer. Ils vont envoyer ça à 26 juridictions. Voilà. Alors, c'est tellement faux qu'une semaine plus tard, le lundi 7 décembre, eh bien, le président du tribunal de grande instance de Rouen va sanctionner le comportement du bâtonnier qui a retiré mon nom et lui faire comprendre que j'ai toujours le droit d'exercer compte tenu des recours que j'ai faits. Alors je ne vois pas comment des chefs de cour peuvent se tromper sur une question où le président du tribunal de grande instance ne se trompe pas et où moi-même je ne me trompe pas et où le bâtonnier à l'audience reconnaît qu'effectivement Maître Paris peut toujours exercer, sauf qu'il a retiré son nom. Voyez-vous? C'est quand même
impossible à comprendre des dynamiques pareilles. Mais pourquoi tous ces gens, ces bâtonnistes, C'est ne ce que trouvent pas devant une cour d'appel, c'est l'opportunité des poursuites. Pourquoi dès le 27 octobre, il n'y a pas eu engagement de poursuite, alors que je le demandais? C'est moi le premier qui a porté l'accusation. Et pourtant, eh ben non, on va engager une procédure pénale contre moi, alors qu'au départ, c'est moi la victime. Et pour un peu, eh bien, on espère accréditer la thèse qu'effectivement, dans le contexte où j'étais, alors le journal écrit « Maître Paris n'avait pas payé ses charges ». Faux! Maître Paris avait payé toutes ses charges. Et c'est tellement vrai, alors là, je veux dire, vous allez rigoler, c'est tellement vrai que je crois que c'est début mars, le barreau a procédé à l'officialisation de mon droit d'exercer. Non mais on est dans des situations... je ne peux même pas vous qualifier ce genre de situation. C'est tellement irrationnel, si vous voulez. C'est grotesque. Voilà. Alors, je vais prendre des questions, parce que là, l'heure avance, on est déjà... Voilà, non, mais de toute façon, sur cette question-là, je crois qu'on a fait le tour. Ce que je voulais faire passer comme message, c'est qu'effectivement, eh bien, il y a un risque de politique du fait accompli, alors politique entre guillemets, mais sorte de situation du fait accompli contre certains avocats. Et c'est vrai que les pratiques se font en ce sens et c'est vraiment dramatique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, il faut... alors, j'appelle les confrères qui pourraient prendre connaissance de cette émission, qu'ils nous contactent, qu'ils ne restent pas seuls. Les confrères qui se sentent comme ça victimes d'une situation de la sorte, qu'ils trouvent mes coordonnées et je les mettrai en rapport avec les gens compétents ou bien je m'occuperai d'eux. Mais voilà, il ne faut plus que les avocats se laissent faire quand ils sont comme ça dans la tourmente. Il y a des solutions. Alors, je vais prendre la première question. On me dit, Monsieur Maître Paris, existe-t-il encore un moyen de traduire en justice pour haute trahison des présidents de la République qui doivent être garantis de souveraineté nationale? Non, alors ça a fait l'objet d'une réforme. Pour les intérêts d'une puissance étrangère. Voilà. Le crime de haute trahison a été supprimé. A été supprimé de la Constitution. C'était Sarkozy qui l'a fait. Ah ben, il a quand même vendu 600 tonnes d'or. Je sais pas comment on peut qualifier ça, mais bon, il y a peut-être un rapport, non? Alors, oui, c'est ce que dit souvent François Asselineau. Il dit s'il a fait ça, il avait peut-être une idée derrière la tête. Il n'y avait pas de hasard. Alors, on nous dit une question... Toute ma sympathie à M. Asselineau, alors. Une question intéressante. On me dit, mais comment s'organise l'ordre des avocats? Y a-t-il des élections? Comment ça se passe? Bien sûr qu'il y a des élections. Oui. Bien sûr. Mais comme toute élection, eh bien, il y a des inerties. Que voulez-vous? Vous savez, nous avons tous été dans des classes d'école et nous avons tous vu comment les délégués de la classe étaient élus. Ben, ça ne change pas. Ce ne sont pas forcément les meilleurs d'entre nous qui sont élus. Bah non, on vote pour nos potes. Voilà, bah vous savez, non, mais à la maternelle, c'est comme ça. Alors, à la maternelle, eh bien, c'est pas l'autre, c'est le voisin. Et puis, ben, entre adultes, voilà, c'est pareil. Les enfants ont besoin de limites, les adultes ont besoin de jugement. Voilà. C'est pareil, les adultes aiment bien juger, condamner, désigner comme coupable, ça les rassure. C'est un petit peu une sorte de réflexe de pervers narcissique que nous sommes tous potentiellement, c'est-à-dire que le fait de dénigrer ou bien de rabaisser l'autre nous permet de manière perverse de nous sentir mieux. Mais ça, c'est pas bon. C'est pas bon comme logique. Il vaut mieux apporter à l'autre et se sentir grandi parce qu'on a apporté à l'autre. C'est quand même beaucoup plus constructif. Alors, on me dit, bonsoir maître, félicitations pour votre courage et votre combat. Une présence populaire massive dans les tribunaux pour vous soutenir pourrait-elle être efficace? Serait-ce une bonne méthode? Non. Ah non, alors là, je veux dire, autant on peut m'adresser le terme de courage, et je l'accepte, parce qu'il en faut. Mais je respecte, et c'est pas par posture, je respecte les magistrats. J'ai eu une relation amoureuse dont la mère était magistrate, donc j'ai connu un petit peu intimement ce monde. J'ai été formé par des magistrats. J'ai un immense respect pour un magistrat qui est aujourd'hui président de chambre à la Cour de cassation et dont j'ai beaucoup appris.
Je suis ami avec une magistrate à la retraite. J'ai un énorme respect pour les magistrats, j'ai foi en la justice, j'ai confiance en la magistrature, et je vais même vous dire une chose. C'est que ceux qui viendraient me faire la démonstration qu'il y aurait éventuellement des magistrats corrompus, malhonnêtes, comme il peut y avoir des commerçants, comme il peut y avoir des avocats malhonnêtes, et c'est aussi pour ça qu'il faut des limites, eh bien, je leur dirais que de toute façon, la justice est un sanctuaire. La justice procède de la foi. La justice vient du divin. Et à ce titre, nous devons avoir foi en la justice. Et c'est parce que nous avons foi en elle que la justice nous doit de rester elle-même. Voyez-vous ? C'est-à-dire que si nous acceptons le discours qui consisterait à dire qu'il n'y a pas justice, que les magistrats sont 3 petits points, eh bien c'est fini. C'est fini. C'est un petit peu comme accepter qu'un enfant serait stupide ou paresseux, voyez-vous. Eh bien, si vous baissez les bras en face d'un enfant, si vous lui dites « oui, tu es paresseux, tu es stupide », ben, l'enfant va se dire « bon, bah, c'est bon, j'ai toutes les excuses du monde ». Alors que si vous dites à l'enfant « je sais que tu es intelligent, je sais que tu peux mieux faire », eh bien cet enfant-là, même si ce n'est pas Albert Einstein, vous lui lancez un défi. Parce que dans sa tête, il se dit « mince, il paraît que je ne suis pas si bête que ça. Comment vais-je gérer ce compliment ?» Et donc la justice ne peut pas se passer de ce compliment que nous lui devons. Notre confiance et notre foi. Et je vais vous citer quelque chose que je trouve beau et vrai. Alors, je n'ai pas le talent de connaître tout cela par cœur, excusez-moi. Je vais vous citer une citation, 2 citations. La première, pour vous montrer à quel point le monde de la justice est un sanctuaire. Pas n'importe qui, hein. Jean-Jacques Rousseau. « Toute justice vient de Dieu. Lui seul en est la source. Mais si nous savions la recevoir de si haut, nous n'aurions besoin ni de gouvernement, ni de loi. Sans doute, il est une justice universelle émanée de la raison seule. Mais cette justice, pour être admise entre nous, doit être réciproque. » J'en retiens qu'effectivement, il y a quelque chose de sacré et d'universel dans la justice, quelque chose qui dépasse l'individu et qui dépasse l'homme. C'est une valeur qui est présente en nous tous. Voyez-vous ? On touche à quelque chose de transcendant. C'est une valeur qui porte l'homme au-dessus de l'animal, peut-être. Quoique j'ai un immense respect aussi pour les animaux. Mais voyez-vous, c'est ce qui nous permet... on va dire que les animaux aussi ont leur justice. Donc je dirais que ça procède de la dignité de l'être, hein, qu'il soit humain ou animal, ça procède de la dignité de l'être, c'est-à-dire que cela procède de notre honneur face à notre destinée. Nous devons d'avoir foi en quelque chose de supérieur, que ce soit Dieu ou autre chose, mais la justice procède de cette dynamique qui nous hisse vers le haut. Si nous abandonnons notre foi en la justice, c'est fini. Et effectivement, Rousseau nous fait remarquer que malheureusement, ça c'est l'idéal, qu'il est bien présent en tant que potentiel, mais que malheureusement, il a tendance à ne pas s'exprimer spontanément, ce potentiel, et que c'est pour ça qu'il y faut des lois, des gouvernements, un cadre. Mais ça veut dire aussi que c'est subsidiaire. Ça veut dire que nous devons essayer de nous arranger justement entre nous, et que la justice doit être subsidiaire. Voilà. Nous ne sommes pas obligés d'appliquer les lois strictement. Si nous arrivons à nous mettre d'accord entre nous sur des choses qui divergent un petit peu de la loi, du moment qu'on reste dans un registre qui ne porte pas préjudice à autrui, on retombe sur le système, la liberté, eh bien, c'est la possibilité de faire ce qui ne nuit pas à autrui. Nous pouvons nous mettre d'accord. La loi va venir subsidiairement nous dire, eh bien non, vous ne pouviez pas le faire. Et quelqu'un s'en est plaint, donc vous êtes en tort. Mais comme on dit, pas vu, pas pris après. Ça, c'est le premier point. Et l'autre citation, justement, qui démontre que la justice n'est pas spontanée et qu'effectivement, elle peut être pervertie, eh bien, c'est Chateaubriand. La justice est si sacrée, on reste dans le registre du sacré, la justice est si sacrée, elle semble si nécessaire au succès
des affaires que ceux-là même qui la foulent aux pieds prétendent n'agir que d'après ses principes. Voyez-vous, c'est que la justice est tellement nécessaire que ceux-là même qui la violent vont vous dire mais voyez-vous, les gangsters sont les premiers à réclamer justice. Les gens en général qui commettent des grandes infractions sont les premiers à vous sortir le droit pour s'en justifier. Voilà, donc c'est ma réponse. C'est ma réponse. Il faut garder foi en la justice et je n'accepterai pas un quelconque discrédit de la justice. Nous ne pouvons pas nous le permettre. C'est-à-dire que nous sommes trop pauvres pour nous permettre d'avoir une justice bon marché. Il faut affirmer que la justice est haut de gamme et c'est une manière de l'y contraindre. Mais quand on affirme, même si dans les faits, on n'est pas forcément d'accord, quoi. C'est-à-dire que... Ah, mais vous l'aurez bien compris. C'est quoi? C'est un principe, en fait. Ce qu'il faut, c'est une espèce de principe, quoi. C'est un mode de survie. D'accord. C'est un mode de survie. Il faut réfléchir à ce que je viens de dire, mais franchement, c'est un mode de survie. Vous ne pouvez pas abandonner la justice. Vous devez garder foi en elle. Sinon, c'est fini. Alors, autre question, on me dit, j'ai vu récemment qu'avoir la liste de ses droits lors d'une manifestation, selon le procureur général de Paris, cela pourrait être dans l'intention de nuire. Connaître ses droits est-il donc un crime? Parce qu'on a vu toute cette affaire, donc ce sont des tracts qui sont distribués en fait aux manifestants, qui les informent, donc je crois que c'est un syndicat d'avocats qui est lié à ça, et qui explique en fait, en cas d'interpellation, ce qu'il faut faire. Et donc cette personne a été condamnée, donc, parce qu'elle avait l'intention de nuire, parce qu'elle était en possession donc, de ce tract qui l'informait de ses droits. Vous excuserez mon ignorance de cette affaire. J'en ai entendu très vaguement parler, je ne me suis pas penché sur la question. Écoutez, je n'ai pas eu le document entre les mains, mais de toute façon, l'information est un droit. Le fait de connaître ses droits est aussi une prérogative. Après, il va de soi que de la façon dont les choses sont tournées, eh bien, tout dépend, parce que l'information, c'est une chose, mais l'information qui serait associée à un conseil qui permettrait de dire aux gens, voilà, pour frauder, comment il faut faire, et bien là, après, effectivement, on tombe sur une dérive. Donc, il faudrait que je me penche sur le document lui-même pour voir si on est dans le cadre de l'information pure et simple ou si on tombe sur une sorte de manuel du parfait délinquant. Et dans ce cas-là, je comprends que ça puisse poser problème. D'accord. Donc, si j'indique à quelqu'un des lois qui existent pour lui dire, voilà, ça c'est pour te défendre, ça peut être interprété comme « Ah, j'essaye de... » Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est qu'après, on est dans la nuance. Si vous avez un élément d'information pur et simple, je dirais que là, objectivement, tout va bien. Mais après, dès lors qu'on dérive vers le conseil, déjà, eh bien, s'agissant d'un conseil, est-il personnalisé ou est-il général? Est-ce que la personne qui l'a fait en qualité d'avocat ou est-ce que c'est quelqu'un qui est rentré sur le périmètre du droit et dans ce cas-là, ça pose aussi une difficulté? Et puis, in fine, eh bien, est-ce qu'on était simplement dans le conseil ou bien dans la connivence avec, comme je vous le dis, une sorte de parfait manuel du parfait délinquant. Et dans ce cas-là, je comprends que ça puisse poser problème et ça se discute, mais il faut avoir les éléments concrets sous les yeux. Alors on me dit, bonsoir, on a enlevé au roi son pouvoir durant la Révolution pour le donner en très grande partie aux juges, parfois en contradiction avec la Constitution. Pensez-vous que la situation actuelle est arrivée par hasard? Ne pensez-vous pas que toutes ces dérives sont tout simplement désirées et même organisées en haut lieu pour museler les avocats et leurs justiciables, et donc tout le peuple français? Je vais vous dire. Ça, c'est la question du pouvoir. Y a-t-il une seule personne en ce bas monde, ou un seul groupe de personnes en ce bas monde, qui peut décider d'exercer un pouvoir ici et d'arriver à ce résultat-là? Eh bien, je ne le crois pas. Le pouvoir est quelque chose de très volatile. Très volatile, le pouvoir. Et c'est toute la difficulté d'ailleurs pour identifier ceux qui sont coupables ou non. Le pouvoir est très volatile et dans tous les réseaux criminels, on se débrouille d'ailleurs pour qu'on ne puisse pas remonter à la source du pouvoir qui s'exerce. Donc voilà la remarque que je voulais faire déjà sur l'identification du pouvoir et sur cette théorie qui consiste à dire, eh bien, il y a des personnes déterminées qui veulent tel résultat. Je dis que théoriquement, ce n'est pas possible. Et ensuite, j'ajoute que
Je ne veux pas non plus donner de crédit à la théorie, entre guillemets, du complot, parce que ça ne m'intéresse pas d'être identifié à cela. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile, et j'en veux pour illustration d'ailleurs une actualité dramatique que j'ai relevée avant de venir ici. Alors, j'en ai pris tellement que ce n'est pas facile. Voilà. Le patron de la DGSI évoque un pays au bord de la guerre civile. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, j'ai vu je ne sais pas ce qu'il faut en penser. La réponse que j'ai voulu y apporter, c'est que la lutte contre l'insécurité passe par la lutte contre la pauvreté et l'émergence des équilibres sociaux. Voilà ce qui se dit au Cameroun. Donc voyez-vous, il y a deux dynamiques. Dans le contexte où nous nous trouvons ici, nous sommes dans un contexte de crise. Et c'est ce que dit cette personne finalement. Elle dit le pouvoir s'exerce, mais le résultat n'est pas là et beaucoup de gens se sentent victimes d'une injustice. Y a-t-il encore une justice? Eh bien non, voilà, il y a un complot. C'est pas si simple. Il y a un siècle, la situation était pratiquement la même, sauf que les choses étaient pires. Nous sommes revenus à la case départ. Il y a eu une guerre, on ne sait pas trop pourquoi, ça fait l'objet de débats, des débats plus ou moins opaques. Il y a eu une guerre, tout a été détruit. Sur cette base, il y a eu les 30 Glorieuses. Mais finalement, les gens qui ont profité de ces 30 Glorieuses n'ont profité que d'un segment anormal du temps et de la gloire sociale. Aujourd'hui, c'est fini. Ce sont les lendemains de fête qui déchantent. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Allons-nous accuser tel complot? Allons-nous dire, comme je l'ai entendu ce week-end au bal des quenelles, eh bien voilà, il y a les méchants et il y a les bons. Moi, je ne le veux pas. Je ne le veux pas, je ne peux pas l'accepter. Nous ne pouvons pas être aujourd'hui dans une logique de guerre, comme dirait Mitterrand. C'est irresponsable. Aujourd'hui, c'est l'humanité qui a son avenir entre ses mains. Alors j'enfonce une porte ouverte, mais j'y insiste. Savez-vous que l'armée russe est toujours tout à fait opérationnelle, contrairement à ce qu'on vous a dit? Ils ont plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de chars, tout à fait modernes et opérationnels. Quelle personne sérieuse va envisager de faire une guerre contre la Russie? Quelle personne sérieuse va envisager de faire une guerre contre les États-Unis? Nous voyons bien aujourd'hui que les seules guerres qui se conçoivent et qui s'organisent sont des guerres du fort contre le faible. C'est comme ça qu'on en arrive à des situations extrêmes, que je ne désignerai pas ici, parce que je ne veux pas tomber sous le coup d'une quelconque forme d'apologie, mais on en arrive à des situations extrêmes parce que nous sommes dans une sorte de culture du fort contre le faible. Et voilà. Mais ça, ce n'est pas acceptable non plus. Nous devons sortir de toutes les logiques de guerre, parce que c'est le salut de l'humanité que nous avons entre nos mains. Qui est capable de dire ce qui se passera si nous en arrivons à penser qu'il faille à nouveau faire une guerre mondiale? Nous ne savons pas ce qui se passera. Donc aujourd'hui, tout l'enjeu est là. Et c'est pour ça qu'il faut traiter tout le monde de manière juste et égale. Parce que la première source de conflit dans le monde, c'est l'inégalité. Et là aussi, la justice, elle a un travail à faire. Et c'était tout l'enjeu de mon combat dans le procès Renoir. J'y viens. Au-delà du procès pénal dont on est venu user et abuser contre moi, eh bien c'était un combat humaniste que je menais. Parce que, souvenez-vous, le 15 octobre 2010, M. Jean-Paul Guerlain avait osé dire sur une chaîne, c'était peut-être une maladresse, mais il avait osé dire « Je ne sais pas si les nègres ont jamais tellement travaillé, mais enfin... » C'était sur le journal de France 2 avec Élise Lucet. Oui. Ouais. Eh bien, j'avais été mandaté pour agir contre M. Jean-Paul Guerlain à l'époque. Ouais. J'avais été mandaté par une association dont le président est bien plus bronzé que moi. Voyez-vous. Alors, pour les gens qui m'accusent d'être raciste, c'est pas de chance. Le cran, ça. Et je voulais à l'époque voir si on ne pouvait pas poursuivre Jean-Paul Guerlain pour une contestation de crimes contre l'humanité. Ce n'est pas possible tel que la jurisprudence est
construite autour de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, entre guillemets loi Guesso, que j'ai réussi à renvoyer devant le Conseil constitutionnel sur la base du travail que j'ai fait à l'époque dans le cadre du procès Guerlain. Voyez-vous ? Et j'en ai fait profiter M. Renoir, parce que je l'ai vu dans l'embarras, et j'ai dit autant que mon travail, qui n'a pas pu prospérer à l'époque parce que l'association qui m'avait saisi n'avait pas de quoi payer la consignation, parce qu'il faut savoir qu'en France, quand vous portez plainte en citation directe, il faut payer une consignation, donc sortir de l'argent, si vous ne l'avez pas, votre procès tombe à l'eau, et c'est le cas de l'association que je représentais. J'avais travaillé pour rien. Et bien quand j'ai vu M. Renoir en difficulté, j'ai dit, bon, moi, mon objectif c'est quoi ? C'est de faire admettre que la loi Guesso ne respecte pas les mémoires, parce que mon combat, au départ, c'était celui de faire reconnaître qu'effectivement, il y a eu des crimes contre l'humanité par rapport à la traite négrière, par exemple, au même titre qu'il y a pu y en avoir par rapport au génocide arménien, au même titre qu'il y a pu en avoir par rapport au génocide indien, et ça, c'est le combat de Dieudonné. Comment se fait-il qu'on cherche à discréditer cet homme alors que son combat, c'est celui-là, c'est celui de l'égalité des mémoires. Ouais, et en contrepartie... On ne tombe pas dans la concurrence victimaire à vouloir l'égalité. Mais il y a une concurrence victimaire, évidemment, puisqu'il y a une égalité. Parce que j'ai vu que la loi, aujourd'hui, risque de changer, parce qu'ils veulent... j'ai vu ça hier. Ils ont raison, parce qu'ils veulent adapter le problème de la traite négrière à la loi Guesso, et le coller, en fait, avec... Mais ça va plus loin. L'esclavage. Non, mais c'est parce qu'ils savent que, de toute façon, je prépare quelque chose. Voilà, peut-être. Oui, parce que figurez-vous que de toute façon, l'affaire Renoir n'est pas terminée. Croyez-vous qu'on puisse considérer ici que le procès s'est déroulé normalement? Croyez-vous qu'on puisse considérer qu'un procès se déroule normalement alors qu'on essaie de faire croire que l'avocat ne peut pas exercer, qu'il ne va pas pouvoir plaider, qu'on le discrédite dans la presse et qu'on vient dire à son client qu'il ne pourra pas être présent à l'audience? C'est un procès qui ne s'est pas déroulé normalement. Et il ne s'est tellement pas déroulé normalement que tout le monde a bien observé que ce jour-là, j'étais quasiment groggy. C'est-à-dire hors d'état physique de plaider alors que je n'avais que 15 minutes pour le faire. Et donc, il faudrait peut-être envisager ici de voir un petit peu comment s'est déroulé ce procès et de voir ce que j'avais réellement à dire. Parce que j'avais des choses à dire que je n'ai pas pu dire. Donc, voyez-vous, eh bien, je ne suis pas contre une réforme de cette loi Guesso. Au contraire, moi, mon combat, c'était pas forcément de l'étendre, soit la supprimer. Ça, je veux dire, c'est de la responsabilité des hommes politiques et des femmes politiques, soit de la supprimer, soit de la réformer pour l'étendre, mais dans ce cas-là, donnant, puisqu'on durcit en élargissant, assouplissons un petit peu. Et c'est ce que je réclamais avec l'immunité mémorielle. Je voulais tout simplement qu'il soit admis qu'effectivement, n'importe quel sujet historique, je ne peux pas mieux dire les choses, doit pouvoir faire l'objet d'une réflexion et pourquoi pas publique, à condition de ne pas tomber dans une hypothèse caractérisée de provocation manifeste à la haine. À la haine, tout simplement. Voilà, c'est la limite que je voulais. Et d'ailleurs, à ce titre, je tiens à citer, parce que bon, je suis un admirateur de Serge Gainsbourg, je suis un admirateur de Nathalie Portman. Et là, j'assume, je ne le dis pas par posture, Nathalie Portman, qui n'a pas que l'avantage d'être un prix de beauté, eh bien voilà, pour Nathalie Portman, la communauté juive insiste trop sur la Shoah. Voilà. Bon, je prends également le confrère qui a défendu Bernard Ripper, Thierry Lévy. Eh bien, il a publié un livre qui mérite d'être lu, Lévy oblige. Eh bien, vous regarderez sur Mediapart, il en est question. Et cet avocat également explique que peut-être qu'il est temps de revoir un petit peu les positions. Et ça rejoint ce que j'essayais de défendre, c'est que finalement, mais il n'y a aucun problème avec la communauté d'Israël en France, si ce n'est cette loi qui les met en difficulté, puisqu'elle leur accorde quelque chose qui provoque des jalousies, comme vous venez de le dire, concurrence mémorielle. Voilà, eh bien, supprimons cette loi ou bien accordons-la de manière égale à tout le monde, et vous verrez qu'il n'y a aucun problème. Si on l'accorde de manière égale à tout le monde, ça va être encore pire. Il n'y a aucun problème. Tu parles des Indiens. Dès qu'il y en a un qui va dire, par exemple... Mais non, mais c'est pour ça qu'il faut assouplir les choses. Il faut pouvoir parler de tout,
mais à une condition. Une condition qui sera appréciée à chaque fois en justice, c'est qu'il ne faut pas que le discours caractérise une provocation manifeste à la haine. Et je dis bien à la haine tout court. Oui. Eh bien, c'est le juge Parce que moi, par exemple, appréciera. cette disposition, par exemple, je sais qu'il y a la loi Pleven qui condamne les propos racistes, enfin, dits racistes, où on précise qu'on la incite à la haine. provocation à la haine, ça va au-delà de la race. Ça va au-delà de la race. Parce que inciter à la haine, pour moi, c'est clair. C'est si je marque, tuer les juifs, ça, j'incite à la haine, clairement. Mais maintenant, là, quand je vais dire... au meurtre. Voilà, mais... Alors, au meurtre, d'accord. Voilà, mais à la haine contre les juifs, non. Puisque si je dis tuer les juifs, c'est quand même très caractérisé. C'est le meurtre contre les juifs. Alors que si je dis, par exemple, moi, je remets en cause les conclusions de telle étude sur tel sujet... Eh ben, je mérite la prison aussi, alors que là, je n'incite rien, j'incite à la réflexion. Si, parce que, si vous voulez, alors, ça, c'est toute la jurisprudence et toute la position réglementaire en France. On considère, de manière générale, que le fait de remettre en cause certains crimes procède forcément d'un racisme et, pourquoi pas, de l'antisémitisme. C'est un peu tordu, je trouve ça tordu comme explication. Non, mais évidemment, les gens qui adoptent votre position vont trouver ça tordu. Moi, ce débat-là ne m'intéresse pas, parce que si vous voulez, j'ai tendance à penser que s'il n'y avait pas, justement, cette inégalité, eh ben, on cesserait immédiatement d'en parler. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, la communauté juive, elle a un État, elle a un territoire, elle a une armée. Comme tout pays, il y a ou non des conflits, des guerres. Mais ça ne nous regarde pas, nous, en France. C'est de la politique internationale. C'est un premier point. L'autre point, c'est qu'en France, moi, j'ai un cardiologue d'origine israélite, et c'est le meilleur cardiologue que j'ai trouvé. Voilà. Je suis un admirateur de Serge Gainsbourg. On aime ou on n'aime pas. Je suis un admirateur de Lana Del Rey, on aime ou on n'aime pas. Je suis un admirateur de Nathalie Portman, on aime ou on n'aime pas. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Mais je suis dans la même position que Nathalie Portman. Je pense qu'à un moment donné, eh bien, la meilleure solution, c'est de ne pas prêter le flanc. Il y a des gens qui vous entreprennent sur des sujets, mais de toute façon, qui va croire ce qu'on voudrait nous faire croire? Qui va croire que certains nazis, dont je ne ferai même pas l'honneur ici de citer leur nom, auraient pu être des anges? Personne ne va croire ça. En tout cas, pas à notre époque. Il y en a certains qui le croient. Mais non. Bon. Mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est de la provocation, tout ça. Il faut en sortir. Pourquoi ce serait de la provocation? Regardez, vous rencontrez quelqu'un dans la rue et il vous dit « Ouais, pourquoi tu me regardes de travers ?» Ouais, c'est une interprétation. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez passer du temps à lui expliquer que vous ne l'avez pas regardé de travers, que ceci, que cela, ça va finir en bagarre. Ou alors, vous lui faites un sourire. Mais ça se passe bien. C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que c'est à l'État de faire des lois, de légiférer sur des problèmes historiques? Est-ce que c'est pas là le cœur du problème? Est-ce que l'État ne doit pas se mêler d'histoire, tout simplement? C'est-à-dire que l'histoire aux historiens et le droit aux législateurs, mais que le droit veuille imposer en fait l'histoire, moi c'est l'URSS, c'est la Pravda, quoi. Alors, le problème, c'est que vous déplacez le débat sur un sujet sans fin. Alors que moi, j'ai essayé, avec Montreuil, de sortir de tout ça. C'est pas le problème. Le problème, c'est que la France, c'est un pays des droits de l'homme. Et dans le pays des droits de l'homme, je vois pas comment on peut, d'un côté, dire ça, c'était plus grave que ça. Parce que quand on dit ça, c'était plus grave que ça, ben c'est comme quand au spectacle de Dieudonné, on vient me dire ça, c'est les méchants et ça, c'est les bons. Ce n'est pas un discours acceptable et il n'y a pas besoin d'être violent là-dessus. Ouais, mais le pays semble avoir pas choisi l'option que... Parce que vous avez expliqué,
pour vous, justement, le fait qu'il y ait une inégalité, pour supprimer l'inégalité, il faudrait effectivement supprimer la loi Guessou. Ou bien la généraliser, mais alors à ce moment-là, pour ne pas crisper trop les choses, eh bien, il faut assouplir un petit peu, c'est-à-dire faire ce que je proposais, une immunité mémorielle. Dès lors qu'une personne n'a pas une posture trop marquée, hein, eh bien, on la laisse s'exprimer et puis on verra bien. Ouais, mais il faudrait essayer. Il faudrait essayer. Que... Eh bien, c'est subjectif, c'est apprécié par les magistrats. Moi, j'ai confiance en la justice. Je pense que les magistrats sont capables d'identifier lorsqu'il y a une provocation à la haine. Peu importe la motivation, que ce soit haine raciale, haine antisémite, haine des femmes, haine des hommes, haine des homosexuels. La haine n'est pas une bonne chose. Déjà, je comprends même pas. Mais moi, je comprends pas ce que c'est la provocation. Je comprends même pas pourquoi on distingue selon des situations. La haine, c'est la haine. Oui, c'est-à-dire quand on essaye de provoquer les gens à avoir un sentiment ou une animosité envers d'autres gens. Ouais, ce n'est pas bien. Complètement subjectif. Par exemple, moi j'ai fait un teaser l'année dernière où, à la limite, je me moque un peu de Jésus-Christ, des chrétiens, je fais qu'une croix, etc. Si tout d'un coup j'avais été interdit, j'avais eu des procès pour ça, parce qu'on m'aurait dit j'incite à la haine contre les chrétiens, alors que bon, finalement, ce n'est que de l'humour. Est-ce que c'est pas un peu dangereux, justement, cette incitation à la haine, comme elle est très subjective, que ça ne repose pas grand-chose? En fait, voilà, il a mis son t-shirt noir, j'estime que qu'il est en train de me provoquer, parce que les noirs me rapportent... Enfin, il faut se détendre. Il faut se détendre. Il faut retrouver un petit peu de légèreté, même avec des sujets graves. Hein. Vous savez, écoutez, j'espère que personne ne va me reprocher de citer Gainsbourg ici. Excusez-moi si je le cite en des termes un petit peu inexacts. Mais je crois que Gainsbourg avait fait une blague un jour. Et voilà, d'ailleurs, je ne vais pas la citer comme ça évitera tout équivoque. Ceux qui savent comprendront et ceux qui ne savent pas chercheront. Gainsbourg avait fait une blague. Et ben, je ne sais pas si aujourd'hui il pourrait la faire. C'est quand même ça. Je veux dire, comment se fait-il qu'à une époque, on était... détendu, et puis qu'aujourd'hui, on se retrouve comme ça, crispé. Parce qu'il y a peut-être trop de lois. Il faut revenir, il y a quelque chose. Apparemment, l'arsenal législatif, justement, sur les lois mémorielles, paraît-il qu'on est un des pays recordman du monde, en France. Et on est aussi un deuxième recordman du monde très inquiétant, mais qui est quand même un indicateur. On est le pays qui demande le plus de retrait sur Twitter. Et les demandes de retrait de tweets, 80% émanent de la France et de l'État français majoritairement. C'est quand même un beau curseur de la liberté d'expression. Enfin, en tout cas, en France, on a l'impression qu'on ne peut parler de rien. On ne peut parler de rien sans être soupçonné justement d'être un incitateur de haine, quelqu'un qui s'exprime. On présuppose qu'il a des intentions cachées et qu'en plus ça influence les gens. C'est ça qui est bizarre. Ce qui a changé politiquement, ce qui a évolué, disons. Ce qui a évolué, c'est que la France devient multi-ethnique, multiculturelle, multi-religieuse. Alors c'est très simple. C'est très simple. Droite, gauche, extrême gauche, centre, extraterrestre, marginaux, anarchistes, homosexuels, peu importe, comme disait Coluche. C'est très simple. Comment allons-nous construire l'avenir de la France ? C'est le défi qui nous est lancé. Comment allons-nous construire l'avenir de la France? Il y en a qui rêvent d'un retour en arrière qui pourrait passer par une transition très violente, voire criminelle. Je ne crois pas que ce soit la solution, parce que ce que ces gens-là oublient, c'est qu'ils feront peut-être partie des victimes dans cette étape. Premier point. Deuxième point, est-ce qu'on peut continuer à charger la barque? Rocard avait dit « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Eh oui, mais bon. Alors, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais la France, en tant qu'ancienne puissance coloniale, est redevable envers certains misérables. Alors ça, c'est un débat. Il y en a qui pensent que non, pas du tout. Bon, pourquoi c'est un débat. C'est un débat. Tout, on est là pour le débat. Bon. Voilà, il y a un tas de logiques, il n'y a rien de simple. C'est pas la peine de vouloir être manichéen et de dire que c'est noir ou que c'est blanc, qu'il y a les bons, les mauvais. Non. Il y a des êtres humains, nous sommes tous, comme le disait si bien Victor Hugo, nous sommes tous des misérables. Et à ce titre, il faut rester humble à un moment donné et revenir à la réalité. Personne n'a envie de mourir,
personne n'est sadique. Et il faut avoir foi en l'homme au même titre que je veux avoir foi en la justice. Il ne faut pas être naïf, il faut fixer des limites, mais il faut être ambitieux pour l'homme, pour la loi, pour la justice. Et donc à ce titre, eh bien, nous devons imaginer un avenir en fonction de la France telle qu'elle est aujourd'hui. Donc effectivement, pour construire cet avenir, il y en a qui ont imaginé qu'il fallait forger un tas d'interdictions. Mais j'en reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Au Cameroun, on nous dit aujourd'hui, pour éviter l'insécurité, la violence et le banditisme, il faut éviter la pauvreté. Eh bien, en France, c'est le même problème. Le problème, c'est pas qu'il y a des cochons d'Inde marrons, des cochons d'Inde noirs, des cochons d'Inde jaunes, des cochons d'Inde blancs, des cochons d'Inde musulmans, des cochons d'Inde chrétiens, des cochons d'Inde juifs. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a un seuil de pauvreté en dessous duquel l'agressivité augmente. Le problème, il est là. Le problème, c'est le problème de la pauvreté. Et donc, il va falloir trouver des solutions. Soit mieux partager les richesses, soit créer plus de richesses. C'est tout. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a que 2. Et sinon, eh ben, on nous prédit une guerre civile. Ben, personne n'a envie de ça. Donc, il va peut-être falloir apprendre à partager. Et à ce titre, il y a des solutions très audacieuses. L'avenir de notre économie et l'avenir de la politique, c'est l'homme. On ne va pas pouvoir continuer à augmenter les productions. On est dans une planète limitée. Donc il va falloir construire une industrie de l'homme et du mieux-être. Ça sera la prochaine révolution économique. Il va falloir organiser le travail de manière à ce que chaque personne en France puisse obtenir un travail avec un salaire. Et pour que cela soit possible, il va falloir mieux partager le travail. Alors, ce n'est pas 35 heures. Hein. Je pense qu'il va falloir diviser par 2. Et créer une activité... Non, mais vous rigolez. On ne sera pas d'accord, parce que tout le monde ne sera pas d'accord. Il n'y a pas d'autre solution. Vous avez un gâteau... Tous les gars de droite, ils disent déjà qu'il faut arrêter 35 heures, il faut faire 42, 44. Mais parce qu'ils ne sont pas visionnaires. Vous savez, Victor Hugo était visionnaire. Léonard de Vinci était visionnaire. Il faut parfois se faire visionnaire. Regardez aujourd'hui. Nous avons évolué. Le travail aujourd'hui se fait souvent assis, trop souvent même, parce que ça pose d'autres problèmes pour la santé publique. Mais nous travaillons assis. Vous auriez raconté ça aux gens qui étaient à la mine, ils auraient rigolé, ils auraient dit que ce n'était pas possible. Eh bien moi, je vous prédis que la prochaine révolution économique, ça sera une révolution tournée vers l'homme. L'homme va devenir sa propre matière première, c'est-à-dire que demain, la moitié du temps, nous le consacrerons à faire du sport, à travailler sur nous-mêmes, que ce soit physiquement ou au niveau cérébral. Et ça sera un devoir rémunéré. Et ce devoir sera respecté dans un cadre, soit dans des centres culturels, soit dans des centres sportifs. Oui. Et ça va créer une dynamique. C'est la seule solution. Sinon, l'autre option, c'est de continuer sur cette pente de la haine, des conflits, des violences, de la guerre, du terrorisme. Et c'est une catastrophe. Parce que dans le temps, ça se pratiquait avec des armes conventionnelles, mais aujourd'hui, il y a le risque des armes non conventionnelles. Et à ce titre, Albert Einstein nous avait dit « Je ne sais pas comment se fera la 3e guerre mondiale, mais je vous prédis que la 4e se fera avec des gourdins. » Voilà, je crois que... voilà, on est à la croisée des chemins aujourd'hui, il va falloir imaginer une autre façon. Et dans cet effort intellectuel de proposition, effectivement, il y en a qui ont imaginé qu'il fallait restreindre les libertés parce qu'ils sentaient qu'il y allait y avoir des tensions sociales de par des disparités ethniques, culturelles et sociales, mais ce n'est pas la solution. Ça, c'est un pansement. La seule solution, c'est une homogénéité de traitement, qu'elle soit juridique ou économique. C'est tout. Ou alors, ce sera une catastrophe, et puis c'est l'horreur. Merci Maître Paris, parce que là on a largement dépassé l'horaire. J'espère que l'enregistrement va tenir, c'est parfait. Il est presque 1h du matin. Je suis désolé s'il y a des questions. Il n'y a pas de souci. On a répondu à quasiment, sauf que malheureusement notre chat, c'est comme Cendrillon, il disparaît à part 5 minutes et quart, donc les questions se sont envolées dans les abîmes de la formatique. Il y a des gens qui disent que je rêve, mais je rêve pas. Hein.
Je rêve pas du tout. Il rêve alors, éveillé, ce monsieur. Oui, non, mais alors attention. Alors, les gens qui me disent ça, je leur réponds tout de suite. Je préfère rêver éveillé que de tomber dans le cauchemar, c'est tout. Hein, parce que l'avenir, quand on nous dit on va peut-être faire une guerre avec la Russie, je vous laisse imaginer le cauchemar. Hein. Comment ça se passe? Alors, le premier jour, on envoie des bombardiers. Qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez qu'ils vont faire quoi en face? Hein? Faut savoir que les Russes, ils ont des missiles qui sont capables de faire le parcours planétaire en 15-20 minutes. Oui, hein, bien sûr. avec des charges nucléaires qui vous rasent les États-Unis 16 fois. Oui, alors, je veux dire, moi, je rêve pas. J'essaie de trouver des solutions. J'entends plein de gens critiquer. Que m'ont-ils proposé? Sinon, d'aller droit dans le mur. On continue comme on a commencé, on ne propose rien, on verra bien. Et puis, s'il y a une guerre, eh bien... voilà, non. Ah bah, je rêve pas. Mais c'est vrai qu'il y a du boulot. Il y a encore beaucoup de boulot, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour l'instant, on va en rester à notre petit niveau, celui de la justice. Mais... Bah, en tout cas, merci beaucoup, Maître Paris. Merci à la régie. Merci aux métanotes et les plus courageux, ceux qui sont restés à la fin, parce qu'après, ils se transforment en troll à partir de minuit. Donc, il faut mieux rendre l'antenne avant que tout dérive, comme dans le film Gremlins. Donc, voilà, pour que tout reste stable. Et forcément, puisqu'on est en France et que vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao tout le monde.